Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. C'est avec une personnalité charmante, naturelle et pleine de douceur que nous avons rendez-vous aujourd'hui. Après une expatriation au Japon, Mathilda Motte remet en question son parcours professionnel, jusque-là tourné vers l'art et le patrimoine. Elle revient avec l'envie de partager son amour pour la culture japonaise en proposant au public français des daifuku mochi, des petites boules dont l'enveloppe de riz gluant révèle une multitude de garnitures possibles. C'est ainsi qu'est née la Maison du Mochi, aujourd'hui bien connue des gourmands. Mais rien ne prédestinait Mathilda à devenir entrepreneur, et encore moins dans l'univers de la food. Comment peut-on faire d'un coup de cœur absolu pour un produit une aventure entrepreneuriale ? Comment se faire connaître partout en France, tout en gardant un ancrage régional fort, en Touraine en l'occurrence ? Comment rendre hommage avec sincérité à une culture qui n'est pas la sienne ? Et enfin, comment faire grandir son entreprise petit à petit, en marge de la course aux millions et aux fonds d'investissement ? Autant de questions auxquelles répond Mathilda dans cet épisode, sans jamais être intimidante, mais en apportant des clés indispensables à tous ceux qui rêvent de se lancer. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Mathilda Motte dans Girls in Food. Bonjour Mathilda Motte. Bonjour Adeline. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Girls in Food ? Avec plaisir. Je m'appelle Mathilda. Je suis la fondatrice de la Maison du Mochi. Donc à l'évidence, j'adore les mochis et en particulier les daifuku. Vous allez nous en dire plus dans la suite de l'interview. Si on revient en arrière dans votre enfance, est-ce que la cuisine était déjà quelque chose d'important dans votre famille ? Est-ce que ça comptait au quotidien ? Oui, je dirais que c'était la première source de dépenses pour ma mère, qui était pionnière du bio notamment. Elle était vraiment attentive à des aliments de qualité. Après, elle aimait pas particulièrement cuisiner, mais c'était plutôt des bons ingrédients, des bons fromages, des bons légumes préparés très simplement. Mais depuis toute petite, j'ai eu la chance d'avoir ce goût-là. Ok, ça explique un peu votre démarche actuelle, mais on va revenir sur les produits que vous utilisez pour vos mochis. Juste pour donner un cadre, vous avez été élevé où, dans quelle région ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre enfance ? Oui, alors j'ai principalement grandi en Mayenne, donc qui est cet endroit perdu entre Paris et Le Mans, en gros. Et on est très content que ça le reste comme ça. Ne venez pas en Mayenne. Non, je rigole. Mais en fait, c'est vrai que c'est un pays très rural qui est pas très visité. C'est pas une destination touristique. Donc moi, j'ai grandi à la campagne, ce qui a été compliqué quand j'étais adolescente. Mais petite, ça a été source de grande joie parce que j'étais juste à côté d'une ferme. J'avais des petits ruisseaux à disposition. Je faisais des barrages, je faisais mes soupes de sorcières en cueillant plein de plantes différentes. Donc voilà, j'ai grandi dans cet univers-là. Et pour reboucler avec la cuisine, est-ce qu'il y avait un plat du dimanche, un plat de fête qui vous reste en mémoire aujourd'hui ? Eh bien, le plat de fête qui me revient en premier lieu, ce serait la poule au pot. Maman faisait une délicieuse sauce qui finalement est pas classique, mais avec le bouillon, elle faisait un mélange avec du jaune d'œuf, du citron et le bouillon, et c'était absolument délicieux. C'est ce qu'on préférait manger en fait avec du riz. Et comment est-ce que vous vous projetiez dans l'avenir quand vous étiez petite ? Est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver à l'époque ? Je me projetais pas vraiment, très honnêtement. Je me souviens même plus ce que je pouvais répondre à l'école quand on me demandait ce que je voulais être. J'étais pas vraiment dans le futur. J'avais envie d'être grande pour pouvoir être libre et faire ce que je voulais. Mais ce que je voulais, j'avais pas une idée très très précise de ce que ça pouvait être. Et quand adolescente ou jeune adulte, quel a été votre tout premier job ? Mon premier job, ça a été de travailler pour une exposition d'art contemporain à Paris.
mes tout premiers stages, c'était pour le Courrier de la Mayenne, journaliste d'été pour remplacer un journaliste en vacances. Donc, pour faire des articles sur les pommes de juillet ou l'aubépine centenaire. Mais déjà, l'écriture, ce qui est quelque chose qui marque votre parcours. Qui me plaît beaucoup, ouais, complètement. Et donc ensuite, vous avez fait des études universitaires en histoire de l'art. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le cheminement qui vous a conduite sur cette voie ? Pourquoi et qu'est-ce que vous aviez envie d'en faire initialement ? Alors du coup là, c'est comme toujours, c'est comme quand j'étais petite. Je ne faisais pas, même au lycée et dans mes études, des études pour viser un poste ou quelque chose, parce que j'étais toujours un peu perdue. Je savais pas ce que je voulais faire. En revanche, je faisais les choses qui me plaisaient, vers lesquelles j'étais attirée, disons, parce que ça me plaisait pas toujours, parce que j'ai fait notamment Hippocagne-Cagne, où là, il n'y a pas toujours du plaisir. Oui. Mais disons que dès le lycée, j'ai été très attirée par l'art. J'ai toujours un peu griffonné, gribouillé des trucs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. La culture, le fait d'avoir tout ce passé à disposition et qui pouvait être source de tellement d'expériences et d'intérêt. Et du coup, j'ai d'abord au lycée fait une option histoire de l'art et art plastique. Et ensuite, j'ai trouvé une prépa. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup, Hippocagne-Cagne, qui proposait l'option histoire de l'art, qui venait de s'ouvrir à l'époque à l'ENS. Et donc, c'était 2 années qui ont été très très intéressantes, où j'ai pu approfondir mon goût pour le beau. Après, je m'imaginais quand même à l'époque, pourquoi pas travailler pour des expositions, pour organiser des expositions dans des musées. Mais bon, assez vite, je me suis rendu compte que les concours d'entrée étaient pour moi difficilement accessibles. J'étais pas si douée que ça. Et du coup, j'ai commencé en travaillant. Mon premier vrai job, c'était dans le mécénat pour le château de Versailles, pour la Société des Amis de Versailles. Voilà. Et là, c'était assez chouette parce que c'est vrai que c'est un château absolument magnifique et d'être au contact avec les choses belles et qui sont en plus âgées, et donc qui a cette patine, ce lien avec tous les hommes et femmes qui ont pu être à proximité, l'admirer aussi, ça me plaisait beaucoup. Et quand vous étiez dans ce métier-là, est-ce que vous vous disiez ça peut être ça mon avenir, ou alors est-ce que vous vous disiez qu'il y avait un ailleurs pour vous ? Alors assez rapidement, je me suis dit qu'il y avait un ailleurs pour moi. Parce que dans cet univers-là, je manquais de quelque chose de plus incarné. J'avais besoin, dans ce beau-là, de quelque chose de plus simple. Qui me manquait. Et c'est vrai que là, je savais pas qu'est-ce qui me manquait vraiment, mais c'est quand j'ai eu la chance d'aller vivre au Japon. Donc c'est ça qui a arrêté mon expérience, ma première expérience professionnelle à Versailles. C'était cette année au Japon où je suivais mon mari qui était envoyé. Et c'est là où j'ai découvert combien la cuisine pouvait en fait apporter cette simplicité, ce côté plus généreux et plus convivial au beau. Et alors, avant de vous installer au Japon, quelle connaissance vous aviez sur ce pays, sur sa culture Aucune. Ok. Je me destinais... C'est vraiment une aventure, en fait. Ah bah complètement. En fait, j'avais fait des études d'histoire de l'art et plus particulièrement, j'avais fait mon mémoire sur le château, le style néoclassique des châteaux du 18e, donc c'était précis. Et je me destinais à devenir une spécialiste de la culture française. En fait, j'avais vécu une année aux États-Unis en tant que jeune fille au pair quand j'avais 17 ans, et on ne faisait que de me parler aux États-Unis de combien la France était belle, combien c'était intéressant. Et c'est vrai que je me suis dit, à partir de là, bon, je reste en France et déjà je deviens experte du beau chez nous. En fait, ça me paraissait logique. Donc je n'imaginais pas du tout aller au Japon, et j'avais jamais par le biais de mes contacts, de mon réseau, été en contact avec ce pays. Donc ça a été... et pour tout vous dire, mon mari lui-même n'avait pas demandé d'aller au Japon, il avait demandé d'aller en Chine. Et c'était donc des employeurs américains à l'époque qui lui avaient dit « On t'a pas trouvé la Chine, mais presque pareil, le Japon. » Et même nous, à notre hauteur, en n'y connaissant rien, on savait que c'était pas du tout la même chose. Bien sûr. Mais on était absolument ravis d'y aller. Et c'était même... moi, je me sentais un peu mal par rapport à tous les fans de Japon qui existent en France, en me disant mais je le mérite pas du tout d'y aller, c'est trop bien mais je le mérite pas. Et donc vous arrivez au Japon, vous vous installez. Oui. Quel souvenir vous gardez de cette période donc d'un an, c'est ça ?
Une année, oui. Ouais, sur place, de votre vie quotidienne. C'était une expérience incroyable, une chance de dingue. C'est un peu comme le voyage au 19e siècle. Vous savez, vous apportez vos malles et puis vous restez pour 6 mois, 1 an. Donc je savais que je resterais que 1 an. Et du coup, pendant toute cette année, ça a été vraiment juste de la découverte pure et énormément de plaisir. Parfois, c'était même quand même un peu douloureux parce que c'était tellement beau, tellement bon que j'avais envie de tout noter, de me souvenir de tout. Et c'était pour ça, parfois, un peu trop. mais c'était une expérience qui a changé ma vie. C'est sûr. Et justement, on va parler de ça. Ça a fait une transition parfaite. Le mochi, qui est devenu, qui est maintenant au centre de votre vie professionnelle, vous l'avez rencontré là-bas pour la première fois. Oui. Alors, déjà, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le produit, comment est-ce que vous le décririez ? Alors, le mochi, au Japon, c'est une pâte de riz gluant. C'est pas une pâtisserie en premier lieu. Quand on dit mochi pour un japonais, il pense pâte de riz gluant, qui n'est même pas salée ou sucrée, et qu'on déguste le plus souvent autour du Nouvel An, trempée dans un peu de sauce soja. Donc c'est pas une pâtisserie. Après, ça peut recouvrir aussi une grande famille de différentes préparations, principalement sucrées pour le coup. Et là, des pâtisseries avec des noms différents. Et moi, la pâtisserie dans laquelle la maison du mochi s'est spécialisée s'appelle le Daifuku Mochi. Daifuku voulant dire grande chance ou grand bonheur, selon la traduction qu'on peut utiliser. Et c'est une boule donc de riz gluant, donc cette matière mochi autour, qui est sucrée, très moelleuse et élastique, et à l'intérieur, traditionnellement, on trouve de la crème de haricots sucrée. Ok. Et donc, vous l'avez dit, le mochi est consommé souvent au Nouvel An. Est-ce qu'il y a d'autres modes de consommation ? Parce qu'en France, je ferais un petit peu le parallèle avec les macarons, dans le sens où c'est... une douceur sucrée qu'on déguste, qui peut avoir des parfums différents, qui fait un très joli cadeau, qu'on est content d'offrir. Est-ce que il y a cette dimension-là au Japon ? Alors, la manière de consommer le sucré est un peu différente de la nôtre. On prend pas tant de dessert que ça. C'est plus sur le mode du grignotage. Et le Daifuku Mochi, donc la forme que je viens de vous décrire, c'est vraiment un petit snack que l'on peut trouver un peu partout dans les magasins, même les combini, il y en a toujours. Et donc c'est pour les petits creux, de 11h, de 18h, et c'est quelque chose... c'est vrai que nous, on est moins grignotage, mais c'est quelque chose que l'on peut déguster vraiment tout au long de la journée en fonction... Mais c'est du ressort de la street food pratiquement ? Ou est-ce que ça dépend. Ça peut être street food parce que justement, on en trouve dans les combini. Ça peut être assez haut de gamme ? Est-ce que c'est... Mais c'est plutôt populaire quand même, le Daifuku Mochi. Après, c'est quand même servi pendant la cérémonie du thé. Ça peut faire partie des pâtisseries wagashi, donc qui peuvent être servies pendant la cérémonie du thé. Et alors là, on est dans quelque chose de pas du tout détendu pop, mais quelque chose d'extrêmement ritualisé, quasiment sacré. Et donc il y a ces deux dimensions-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous avez découverts qui vous ont particulièrement plu, ou est-ce que c'est vraiment le mochi a tout emporté sur son passage ? Ah non, il y en a plein. Il y en a plein, tant en salé qu'en sucré. J'ai passé mon année à être surprise, étonnée par tout ce que je mangeais, les textures que l'on connaît pas. C'est-à-dire que, par exemple, à l'exemple du mochi, c'est une texture de riz gluant. Déjà, le terme gluant est pas positif en français, pour nous. Ouais. Et alors qu'au Japon, il y a plein de gluants différents. La crevette crue, typiquement, on adore là-bas, et en France, c'est plus compliqué. Mais toutes ces textures, ça, j'ai absolument adoré. Et Gustave, mon mari aussi. Et ça a été source de joie et de découverte intense pendant cette année. Mais donc, si on s'en tire au sucré, moi, vraiment, j'adore la pâtisserie japonaise au sens large. Tout ce qui est yokan, ce sont des gelées à base de haricots. Et c'est hyper intéressant. On peut faire des motifs très différents, un peu comme on le fait avec des savons, par exemple, en intégrant des formes, en le moulant à des temps différents, du coup, pour obtenir ça. Mais c'est vrai que il y a aussi la recherche esthétique, visuelle, qui est super importante, plus, je trouve, encore qu'en France. Okay. En tant que
dans la diversité des formes et des couleurs que ça peut prendre. Et le goût est important, mais pas tant que ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme leçon, parce que c'est vrai que, enfin, on en fait tous l'expérience. Boire un bon verre de vin dans un verre en plastique ou dans un verre en verre, ça n'a rien à voir. Ça change l'expérience complètement. Et donc, c'est vraiment important d'assumer le côté très visuel de l'alimentation. On mange avec les yeux en premier lieu. Ouais. C'est aussi quand vous étiez au Japon que vous avez commencé un blog qui s'appelle Cuisine en bandoulière. Oui. Qui mariait écriture, dessin, cuisine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les débuts de ce projet ? Oui, alors ça c'était pour répondre à cette tension qui se créait en moi de je vois trop de choses trop belles, trop bonnes, et j'ai besoin de l'inscrire quelque part parce que sinon je vais devenir folle. C'était vraiment ça, je me baladais avec mon carnet, je faisais que dessiner typiquement tous les motifs que je voyais, et donc voilà, trop de beauté, tellement de beauté, j'avais besoin de le transmettre d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'ai créé ce blog qui s'appelle Cuisine en bandoulière donc. Et l'idée, c'était en bandoulière dans le sens où on vient avec juste de quoi une cuillère en bois, de quoi cuisiner des éléments très basiques, et on cuisine avec ce que l'on trouve. Et donc là, c'était au Japon. Donc l'idée, c'était de découvrir plein de choses et de les cuisiner entre France et Japon. C'était toujours l'idée, voilà, de pratiquer les deux. Et donc je m'amusais à faire des versions françaises, mettons, de tel gâteau, et inversement des versions japonaises de telle spécialité française. Donc il y avait déjà ce pont entre les deux, entre les deux cultures. Oui, très important pour moi parce que voilà, j'étais au Japon en tant qu'étrangère et je ne connaissais rien à cette culture. J'ai appris depuis, mais c'est vrai que du coup, c'est encore aujourd'hui notre positionnement à la Maison du Mochi, c'est une vision d'une Française de la pâtisserie et du Japon. Ça pourra jamais être autre chose que ça. Cette petite c'est une fenêtre sur la culture japonaise. À votre retour du Japon, parce que c'était finalement une espèce de parenthèse enchantée, mais donc ça a duré 1 an. Et à votre retour du Japon, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, à mon retour du Japon, je ne voulais pas, du coup, retourner dans le milieu dans lequel j'étais, justement. J'avais très envie de travailler avec, donc, dans le beau, mais dans l'alimentation, les deux à la fois. Et il se trouve que, du coup, assez rapidement, quand je suis revenue, j'ai été recrutée par quelqu'un de mon entourage, Diane de Latulet, si tu m'entends. Je te remercie et je t'embrasse, qui travaillait à l'époque pour l'atelier des chefs, comme styliste culinaire. Et je ne connaissais pas ce métier, mais en fait, c'est un métier qui est metteur en scène, donc dans des photos de cuisine. Et donc, grâce à cet emploi en freelance, et à cette époque-là que j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur, du coup, j'ai pu naviguer, essayer de comprendre là où je voulais en venir dans cet entre-deux, entre l'histoire de l'art et la cuisine. Et à quel moment vraiment l'idée de faire découvrir les mochis à un public français, comment est-ce que c'est né cette idée, ce projet ? Je le faisais du coup depuis Cuisine en bandoulière. J'avais publié plusieurs recettes de daifuku sur mon blog, et en fait, je faisais que d'y revenir, parce que même si j'ai aimé énormément de choses au Japon, ce qui m'est arrivé avec le mochi, donc c'était un Ichigo daifuku, donc un daifuku fourré à l'intérieur d'une fraise fraîche enrobée de danko, crème de haricot rouge, et ensuite de l'enveloppe de mochi. C'est vraiment un coup de foudre, mais vraiment. J'ai jamais depuis vécu ça, et je crois que j'ai jamais vécu ça en amour non plus. Le coup de foudre, quoi, où vous devenez rouge, vous tremblez un peu, enfin, et du coup, à ce moment-là, je peux même pas dire que j'ai aimé quand j'ai goûté à mon premier Ichigo daifuku, j'étais juste choquée, quoi, par cette texture incroyablement douce. J'en ai eu, là encore, j'ai les larmes qui viennent. Mais donc, j'avais les larmes aux yeux et je comprenais pas trop pourquoi. Donc, depuis, je sais, parce que cette douceur incarnée, ça m'a énormément plu. Mais du coup, je faisais que d'y revenir, même de retour en France. J'avais besoin déjà pour moi d'en manger. Et
Et je trouvais ça passionnant parce que le Daifuku Mochi, tel qu'il est donc dégusté et fabriqué depuis des siècles au Japon, il résout tous nos problèmes actuels au niveau écologie. Et c'est vrai que, même si je suis pas végétarienne, c'est hyper important pour moi de faire du bien en cuisinant aussi. Et donc il est végétal, naturellement, sans faire des acrobaties pas possibles pour remplacer des ingrédients, non. C'est d'un point de vue diététique hyper intéressant parce que c'est quoi ? C'est du riz et du haricot. Donc typiquement pour les végétariens, même les végétaliens, c'est intéressant puisque le riz plus légumineuse, ça forme la protéine dont on a besoin. Donc la composition nutritionnelle en plus est hyper intéressante. C'est sans gluten naturellement aussi. Et puis voilà, c'est un jeu de texture que l'on connaissait pas nous. Donc sans cesse j'y suis revenue pendant plusieurs années. J'ai publié un livre sur le sujet parce que voilà, j'avais envie de le faire découvrir. Et le déclic pour la Maison du Mochi, ça a été mon éditrice de l'époque aux éditions La Martinière, Florence Lécuyer, qui m'a dit: Mathilda, écoute, ton livre il est bien. C'était au bout de 6 mois d'édition, mais en gros c'est un flop. Mais je crois que c'est parce que personne ne connaît les mochi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je l'avais vécu, c'est pour ça que je les fabriquais aussi. J'arrivais pas à en trouver des bons, mis à part, à l'époque, c'était chez Toraya. Et on n'était pas toujours sûr de tomber sur un Daifuku. Il y avait plein d'autres formes proposées, et c'est toujours aujourd'hui le cas. Et c'est délicieux. Mais du coup, moi, j'aimais vraiment cette forme-là particulière, le Daifuku. Et donc, par la force des choses, c'est à ce moment-là que je me suis dit: ah mais oui, c'est vrai que, en fait, ça n'existe pas. Il y en a probablement d'autres comme moi qui sont en manque depuis leur voyage au Japon. Et pour revenir sur ce livre, dont vous parlez de manière assez drôle, comment est-ce qu'il est né ? Est-ce que c'est vous qui avez cherché un éditeur ? Est-ce qu'on est venu vous chercher ? Comment ça s'est passé, cette première... Parce que vous avez écrit beaucoup depuis, on va y revenir aussi, mais vous êtes une autrice assez prolifique. Mais je pense que vous avez quasiment fait un livre par an depuis 2015. D'accord. je savais pas. Eh bien oui, c'est moi qui l'ai proposé ce livre parce que là j'étais vraiment dans mon optique, j'étais styliste culinaire, donc je travaillais déjà un peu pas loin de l'édition. Ça me plaisait bien l'idée de travailler dans ce secteur-là. J'aime bien écrire, donc là aussi c'était quelque chose qui me plaisait. Et puis surtout, on connaissait pas du tout les mochi, les Daifuku, et je trouvais ça vraiment dommage pour les raisons qu'on a évoquées, parce que ça correspondait tellement aux nouvelles manières de s'alimenter que là-dessus, moi, je croyais vraiment que ça pouvait fonctionner. Donc, vous avez écrit ce livre, votre éditrice vous fait remarquer que les gens ne connaissent pas assez le produit. À quel moment vous lancez l'étape suivante ? Parce que je pense qu'avant de lancer la Maison du Mochi telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc des boutiques et un e-shop, il y a eu une étape intermédiaire qui était des ateliers, si je ne me trompe pas. Alors, la manière dont ça a débuté, c'était, en effet, je partais du principe que donc j'étais à l'époque, j'avais 2 enfants qui étaient très jeunes. On habitait dans une maison en Touraine, à Saint-Martin-le-Beau, un petit village trop mignon de vignerons en Touraine, mais j'étais quand même très loin d'une zone urbaine suffisamment importante pour pouvoir proposer d'ouvrir une boutique. Même à Tours, ça paraissait, et encore aujourd'hui, un petit peu trop tôt. Et donc, je me suis dit que je pourrais ouvrir un e-shop plus des ateliers. Les deux sont arrivés dès le départ. En même temps, d'accord. En fait, l'idée des ateliers, c'était aussi, c'est quelque chose qui s'est maintenant énormément développé, mais moi-même, j'avais envie d'apprendre quelque chose que j'aimais. Et du coup, je voulais aussi rencontrer les personnes qui pourraient être mes clients en versement, parce que j'étais pas trop sûre de moi. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne manière de commencer pour faire... donc proposer des Daifuku et ceux à qui ça plaît, qu'on se rencontre et qu'on discute tout simplement. C'est un peu aussi, en quelque sorte, une étude de marché en live. Carrément. Et alors, comment est-ce que vous avez lancé le e-shop ? Parce que on se dit commercialiser des denrées alimentaires, il y a je suppose une réglementation, il y a des choses à savoir. Est-ce que vous êtes formé ? Comment vous avez fait en fait pour passer cet obstacle-là ?
Alors c'est vrai que d'entrée de jeu, donc là c'est depuis le départ une discussion que j'ai avec Gustave, donc mon mari, qui m'a dès le départ enfin aujourd'hui on travaille ensemble, là ça fait 6 mois, mais depuis le début c'est vraiment mon binôme et on est très complémentaires puisque lui il est ingénieur de formation et c'est quelqu'un qui est très rationnel, qui trouve des solutions, alors que donc moi je lève plein de trucs et puis ensuite j'ai plus de mal à aboutir à des solutions concrètes et à structurer tout ça. Mais donc du coup, dès le départ, on s'est dit, donc suite à cette réflexion de Florence Lécuyer, mon éditrice, on connaît pas. À ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit, et puis j'en discute avec Gustave, mais c'est fou quand même, c'est dommage qu'on puisse pas proposer des mochi, des daifuku, et il me dit, mais pourquoi pas? Et donc je lui regarde, mais on va pas envoyer des daifuku, enfin je vais pas ouvrir une boutique, et puis on va pas pouvoir envoyer en ligne, et il me dit, mais pourquoi pas? Et à ce moment-là, il y a eu 6 mois pendant lesquels on a réfléchi, je me suis renseignée sur quel était le moyen de conserver sans pour autant ajouter des ingrédients, des conservateurs, parce qu'il n'en était pas question de dénaturer ce produit merveilleux et bon pour la santé. Et du coup, je me suis renseignée aussi auprès du laboratoire de Touraine, typiquement, beaucoup aussi sur Internet, qu'est-ce qu'il existe et tout ça. J'ai fait une formation HACCP, donc c'est pour vous donner les bases de l'hygiène dans l'alimentaire. Et j'ai découvert que déjà, l'énorme avantage aussi d'être végétal et sans gluten, en dehors du fait que c'est écologique, c'est que c'est beaucoup moins dangereux, ça fait beaucoup moins peur en termes d'hygiène, c'est pas comme de la viande ou les produits laitiers. Disons que c'est un terrain beaucoup moins apprécié par les bactéries de toutes sortes. Et du coup, j'ai découvert aussi qu'il y avait une technique de conservation, mais ça c'était plutôt dans un deuxième temps pour tout vous dire, mais je vous en parle, qui est de la mise sous atmosphère, donc pas la mise sous vide. J'ai testé et j'ai retrouvé mes daifuku mochi dans des états pires que des galettes, c'était horrible. Je voyais, quand j'ai fait la mise sous vide de mes mochi pour voir, j'ai vu les pauvres petites boules s'écraser. Et je pouvais pas arrêter le processus en cours, donc j'ai vraiment... on a un effet de non. Et puis voilà, c'était fini. Donc ça, c'était pas une bonne option, mais la mise sous vide, c'est en gros, vous injectez un mélange de gaz qui est comme dans le gaz que l'on respire, en enlevant l'oxygène. Et du coup, c'est l'oxygène qui fait que tout s'oxyde et évolue beaucoup plus vite. Donc déjà, si vous enlevez l'oxygène, ça vous permet de conserver sans toucher au produit lui-même. Donc c'est ça qui m'a permis de passer à l'étape suivante, qui est le laboratoire, et de pouvoir aller voir le banquier pour lui dire que ça peut fonctionner. Mais au tout départ, du coup, j'emballais individuellement mes mochi de film alimentaire, en plus biodégradable, donc ce qui est pas l'idéal pour la conservation par rapport à un film classique, mais c'était très important. Et j'envoyais aux clients mes daifuku mochi, mais c'était des clients d'ailleurs que je remercie encore, hyper sympas, parce qu'ils avaient 2 jours pour les manger une fois reçus. Ouais. Et oui, parce que c'est aussi le sujet, c'est dans l'expédition, c'est il faut qu'il y ait une durée de vie du produit qui soit suffisante. Bah complètement, pour avoir le temps de les déguster. Dès le départ, c'était des coffrets de 8, c'est toujours le cas aujourd'hui, et du coup, il fallait... c'est important de pouvoir les déguster sur plusieurs jours quand c'est quelqu'un, par exemple, qui le commande tout seul. De pas avoir à les gober en une journée, c'est quand même important. Et du point de vue de l'entrepreneuriat, parce que voilà, on le voit dans vos études, vous n'aviez pas fait d'école de commerce. Le mochi, c'était un produit coup de cœur. C'était pas, vous n'avez pas fait une étude de marché en vous rendant compte que c'était quelque chose qui pouvait fonctionner sur le marché français. C'était vraiment, c'est parti de votre instinct en fait. Comment est-ce que vous vous êtes trouvé dans cette posture d'entrepreneur, à créer votre marque, puisque c'est un autre step que d'être auto-entrepreneur, où on travaille en freelance pour des éditions, des choses comme ça. C'est un petit peu différent. Vous, comment vous l'avez vécu ? Alors, pour moi déjà, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur de me lancer. C'est vrai que c'est l'éducation là que j'ai reçue petite. Mon père nous a toujours
demandé, depuis qu'on est tout petit, de prendre des risques. Mais vraiment, depuis qu'on est petit, il nous fait sauter de très hauts rochers, même de la balançoire de tout là-haut, il nous récupère, on n'est pas trop sûr, mais il nous récupère toujours. Mais donc, du coup, j'ai depuis toujours le goût du risque. Donc, quand il y a un peu de risque, même, c'est rigolo. Donc, ça donc le risque de se lancer en tant qu'entrepreneur n'a jamais été un frein pour moi. Après, c'est vrai que j'ai commencé tout doucement aussi. J'ai pas pris de risques inconsidérés. Il n'était pas question pour moi j'étais pas suffisamment sûre de moi et puis aussi de la manière dont je voulais proposer les Daifuku pour tout de suite trouver des investisseurs et puis même j'aurais pas su faire. Donc j'ai commencé à la maison. En lançant un e-shop, en effet. Donc, j'avais un petit réseau par le biais de mon blog Cuisine en Bordouillère. Donc, des personnes, en fait, qui directement étaient intéressées par mes mochis. Et du coup, j'ai commencé pendant 6 mois en fabriquant chez moi, entre 2 séances de stylisme culinaire. Et j'ai expédié de cette manière-là, donc avec quasiment pas d'investissement. 2000 € pour mon site internet, pour tout vous dire. Et ensuite, donc au bout de ces 6 mois-là, c'était difficilement tenable quand même parce que j'essayais de faire respecter des normes d'hygiène dans ma cuisine où tous mes enfants, le soir et le matin, les enfants et moi-même... ils sont présents. Voilà. Donc, je faisais un nettoyage drastique et puis ensuite, je faisais tout. En plus, j'avais 12 parfums à ma carte. Aujourd'hui, j'en ai 8 et c'est déjà difficile. Donc, c'était vraiment un peu là-dessus pas très considéré. Mais du coup, au bout de ces 6 mois où je me suis beaucoup épuisée, en plus, à ce moment-là, je suis tombée enceinte de mon 3e, qui était pas prévu à ce moment-là du tout. Mais c'était super. Mais bon, voilà, c'était un peu dur au niveau de la tension. Ça faisait beaucoup de choses. Ouais, ça faisait beaucoup de choses. En plus, je devais continuer de travailler comme styliste culinaire pour gagner de l'argent quand même. Parce que c'était pas là-dessus sur l'activité naissante que j'allais me rémunérer. Au bout de ces 6 mois, je me suis arrêtée et là, j'ai monté un vrai projet, donc un business plan, pour demander un emprunt me permettant d'installer un petit laboratoire depuis lequel fabriquer et continuer d'envoyer. Sur cette première étape-là, donc j'avais besoin de ces 6 mois avant de production pour pouvoir prouver aux banquiers de Touraine que le business model de vendre des mochis en ligne en France était viable. Ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que aujourd'hui, on a souvent l'impression que pour lancer sa boîte, il faut avoir l'ambition de créer une licorne et qu'il faut des fonds d'investissement, voilà. Là, à travers votre exemple, je trouve que c'est passionnant parce qu'on se rend compte que on peut faire les choses progressivement aussi. On n'a pas besoin d'être dans le côté je plaque tout pour et j'investis des millions. C'est progressif. On peut vraiment y aller tout doucement. Et moi, je trouve en tout cas que c'est une bonne manière parce que là aussi, quand on construit son entreprise, sauf si on la réfléchit des dizaines d'années avant, il faut aussi laisser le temps au projet de mûrir, de s'affiner et tout ça, et le temps est très important. Et donc, si d'entrée de jeu, j'avais en effet fait ce que j'aurais pas été capable de faire de toute façon, mais trouver des investisseurs, construire le truc, ça aurait été beaucoup moins boutique aujourd'hui où j'ai été tout doucement et voilà, ça, organiquement, ça a grandi et de manière harmonieuse et mesurée et respectueuse aussi. Justement, de ce point de vue entrepreneurial, on a forcément, quand l'entreprise grandit, même progressivement, on a forcément des projections en tête. Parfois, on le sait, le projet entrepreneurial, dans la réalité, est un peu différent. Là, vous nous avez donné un exemple tout à l'heure, vous êtes lancé avec 12 parfums. Aujourd'hui, vous avez une entreprise qui a bien grandi et vous avez réduit le nombre de parfums. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses où vous avez réajusté ou alors les choses se sont pas passées comme vous le pensiez ? Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont pas passées comme je le pensais, notamment en termes de développement. Donc, à l'époque où il y avait juste le e-shop, quand on me demandait comment j'imaginais que la maison du mochi se développe, j'imaginais que ma maison de l'époque à Saint-Martin-le-Beau serait transformée en salon de thé où on recevrait pour faire déguster les mochis et que ensuite en fait nos daifuku seraient envoyés toujours en ligne et proposés dans différents salons de thé et autres épiceries fines partout en France. J'imaginais pas du tout ouvrir de boutique parce que c'est vrai que ça me faisait peur aussi tout de suite. Enfin voilà, c'est
c'est beaucoup plus gros et difficile à entreprendre. Mais en réalité, j'ai commencé donc à travailler avec différentes maisons de thé. Mais assez vite, j'ai été embêtée parce que le fait d'être dans la vente indirecte, ça change complètement la logique de vente. C'est-à-dire que les personnes qui vendaient nos mochis étaient, à l'évidence, ils peuvent pas faire autrement, dans une logique d'écoulement. Et donc, ils servaient nos mochis pas toujours dans les bonnes conditions. La DLC est un peu dépassée, et puis comme ils proposent plein d'autres trucs, les mochis étaient pas toujours conservés comme il fallait, et en fait, je pouvais pas forcément... Enfin, vous pouvez pas être derrière tout le monde. Voilà, et dernière, et puis même reprocher, parce que en effet c'est c'est leur business model à eux qui fait que et c'est vrai que du coup nos mochis c'est pas comme des confiseries, c'est pas comme des gâteaux secs, c'est des pâtisseries fraîches, et on peut pas attendre trop pour et puis il faut apporter beaucoup de soin aussi pour les servir. Et du coup fort de ce constat là, je me suis décidée à ouvrir une première boutique à Paris. Mais ça a été, il a fallu enlever beaucoup de freins, et puis de ma part de peur avant de me lancer là-dedans. Et la décision, elle a aussi été prise suite à peut-être 6 mois de collaboration avec l'agence Lucky, Lisa Klein-Michel, qui est photographe et qui a une agence aujourd'hui de relations presse, qui m'a vraiment aidée à me lancer sur cette idée-là, parce que ça me faisait vraiment trop peur. Et elle me disait, mais non Mathilda, en fait, si tu veux proposer tes mochis dans les bonnes conditions, il faut que tu ouvres une boutique, si tu veux être prise au sérieux aussi, mine de rien. À chaque fois, c'est vrai qu'on nous répondait, les journalistes, mais elle est où votre boutique? On n'en a pas. Et du coup, c'est voilà, au bout, voilà, la maison du mochi a été créée en 2016, et c'est en 2019 qu'on a ouvert cette boutique. Donc pour vous, et aujourd'hui vous en faites le constat que le fait d'avoir une boutique en propre, maintenant même 2, ça donne une assise à la marque? Ça donne une assise à la marque, et mine de rien, par rapport à l'e-shop, c'est tellement plus simple. Une fois qu'on a ouvert la boutique, parce que là c'est pas simple le chemin jusqu'à l'ouverture, mais une fois que la boutique est ouverte, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas de problème de logistique, de conservation beaucoup moins. Vous avez non plus pas le problème des clients qui sont là et pas là pour une raison X ou Y qu'on comprend tout à fait et qui peuvent pas réceptionner. Du coup, faut reporter. Enfin, c'est tellement plus simple. Le client vient, il prend ses mochis qu'il souhaite, qu'il voit, qu'il choisit, et il repart, et tout se passe très bien. Et puis je suppose que dans la communication autour du produit, pour expliquer, il y a aussi une force dans un point de vente qu'on n'a pas forcément en distanciel. Bah oui, on répond tout de suite aux questions que les clients peuvent avoir. C'est beaucoup plus simple et fluide, en effet, d'avoir une boutique pour ça. Et tout à l'heure, vous avez dit que, initialement, vous vous disiez c'est impossible d'ouvrir une boutique, par exemple, à Tours. Oui. Et aujourd'hui, vous avez 2 boutiques à Paris. Oui. Est-ce que c'est parce que le marché parisien est le plus mûr, finalement, pour des produits comme les mochis? Est-ce que vous avez des projets d'ouverture ailleurs en France? Est-ce que le e-shop suffit à couvrir, finalement, le reste du territoire? Alors le e-shop, c'est vraiment pas adapté à tout le monde, parce que c'est vrai que nous, là, en plus aujourd'hui, on travaille avec une remise contre signature, donc il faut vraiment être présent, c'est assez contraignant. Donc c'est une solution quand il y en a pas d'autres. Donc là, on vient de déménager dans un nouvel atelier. Il a fallu imaginer qu'est-ce que deviendrait l'entreprise. Donc on a imaginé ouvrir davantage de boutiques en France, et donc en effet de pas s'en tenir à Paris. Après Paris, en effet, aujourd'hui, c'est là où se trouvent déjà beaucoup de personnes, et une clientèle qui est incroyablement curieuse des nouvelles choses. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose typiquement que je suis pas sûre de retrouver à Tours. Et j'aimerais beaucoup ouvrir une boutique à Tours, mais il faut que les Tourangeaux aient beaucoup entendu parler de la maison du mochi et des mochis, oui, pour que ce soit possible. Et voilà, là on fait ce travail-là justement. Et du coup, dans quelques années, j'espère pouvoir le faire. Mais voilà, il faut pas non plus, parce que c'est une première raison de se planter, alors même qu'on a quelque chose qui est très bon, c'est d'être trop tôt. Donc là, c'est vrai que c'est une peur que j'avais à Paris, finalement, qui a été balayée. Mais bon, voilà, en effet, Paris reste encore aujourd'hui la ville privilégiée pour se développer.
Et une question aussi sur le fait d'ouvrir une boutique en monoproduit. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ces dernières années, sur tout un tas de produits différents. Comment faire pour inscrire cette démarche dans la durée et ne pas être dans finalement l'effet de mode, passer lequel en fait les gens se désintéressent du produit, voire même certaines marques font tourner les concepts tous les peut-être 3 ans dans un espace de vente en changeant de produit. Comment est-ce que vous faites pour vous inscrire dans la durée et faire en sorte que votre produit soit pas considéré comme à la mode ? Eh bien, la Maison du Mochi est créée depuis 2016, donc on est quand même une entreprise assez récente. Peut-être que d'ici 10 ans, on aura disparu. Je sais pas, que ça aurait juste été un effet de mode. Après, moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que typiquement, le Daifuku Mochi, c'est pas une mode, c'est dégusté depuis des siècles au Japon. Et c'est vrai que moi, par exemple, je ne m'en lasse pas. Donc, déjà, voilà, le produit en lui-même et pas quelque chose dont on se lasse facilement. Ensuite, nous, on a un concept qui s'appelle le mochi du mois, qui change tous les mois justement et que on revisite avec énormément de choses. Le jeu de ce mochi-là, c'est de surprendre, c'est d'inviter des ingrédients auxquels on s'attend pas. Donc il y a cette solution-là. Il y a une carte aussi qui bouge beaucoup. On n'a pas l'impression de répétition forcément parce que on s'adapte énormément à la saison. On apporte voilà des ingrédients que l'on ne connaît pas nécessairement. Et c'est vrai que moi je suis aussi, et puis c'est ce que j'aime, toujours à la recherche de nouvelles choses. Donc c'est ce qu'on se disait en préambule du podcast. Je vous ai apporté un petit brochi. Voilà, j'essaie de chercher des manières de jouer avec voilà cette matière qui est le mochi, du coup, de manière différente. Et c'est vrai qu'au début, là encore, on s'en tient vraiment au Daifuku, mais j'ai très envie de l'inviter, cet ingrédient, ce riz gluant, dans plein de manières différentes. Et on en est au tout début, là. J'ai une petite question sur le fait d'être une Française qui propose un produit japonais, donc à un public français. Comment est-ce que on fait pour ne pas tomber en fait dans le concept d'appropriation culturelle qui est un concept dont on entend beaucoup parler sur la scène food aux États-Unis et qui commence à arriver en France. En fait, comment on fait pour rester, pour être sincère et authentique en transmettant finalement les codes d'une culture qui n'est pas votre culture d'origine. Alors ça a été l'appropriation culturelle, le frein principal pour moi à la création de la Maison du Mochi. Déjà écrire un livre dessus, alors qu'il s'adressait que au public français pour faire découvrir cette pâtisserie, j'étais déjà dans cette problématique et c'est quelque chose qui me faisait peur et on a toujours le syndrome de l'imposture et là je l'avais vraiment extrêmement fort. Après en fait ce que je me suis dit c'est que je me suis dit en toute simplicité, je ne trouve pas de Daifuku Mochi c'est des pâtisseries absolument merveilleuses en France. Je vais juste proposer voilà ce que je peux. C'est les clients qui diront s'ils sont bons ou pas. Moi j'aurais essayé de faire le mieux possible, mais voilà en toute humilité. C'était ça au départ la manière dont j'ai envisager cette problématique. Ensuite, aujourd'hui, de fil en aiguille, ce que j'essaie de faire, c'est de pas juste livrer les Daifuku Mochi sans explication. Déjà, expliquer cette différence entre Mochi et Daifuku, et puis essayer de toujours donner un cadre, de faire découvrir la culture japonaise, de rendre hommage aux artisans. Donc, notamment, on essaie de sourcer des thés qui viennent du Japon, des objets que l'on propose de l'artisanat japonais que l'on propose dans nos mochi box. C'est un concept, tous les mois on propose avec nos mochi un objet, un élément voilà, qui est aussi entre France et Japon. Parfois on met en valeur des artisans français, parfois des artisans japonais, mais du coup c'est vrai que là-dessus c'est pour moi vraiment un sujet important et un souci quotidien, et nos manières à nous, c'est en effet de rendre hommage tout simplement à la culture japonaise qui est merveilleuse, à ce produit qui est génial, en parlant beaucoup, en faisant découvrir, et ensuite en indiquant vraiment qu'on est aussi français, et que l'on propose une version à la française. Et quand on nous demande est-ce que vous fabriquez de manière traditionnelle, on répond non, pas du tout. On fabrique déjà avec des outils français, donc on ne peut pas le faire de manière traditionnelle, et d'être très clair là-dessus, sur ce positionnement à la française. Ok.
Et sur le sourcing des matières premières, parce que vous nous l'avez dit, vous changez régulièrement les parfums, vous avez un parfum du mois, vous nous l'aviez dit aussi, depuis votre enfance, en fait, vous avez une attention aux bons produits. Comment est-ce que vous travaillez sur ce sourcing produit ? Donc les thés viennent du Japon ? Oui. Certains, les thés parfumés ne viennent pas du Japon puisque c'est plus une manière, mettons, à l'occidental de travailler. Mais donc les thés viennent du Japon, notamment le matcha avec lequel on travaille beaucoup, évidemment. Ensuite, il y a d'autres ingrédients qui viennent de France, typiquement. Donc le Daifuku Mochi, c'est du riz gluant et du haricot. Le haricot, on essaie de le sourcer, donc on travaille avec des haricots bio le plus près possible. Après, on peut pas s'en tenir à un seul fournisseur parce qu'on écoule les stocks assez rapidement, il y a des histoires de conservation, mais on essaie de choisir. Et puis pour les matières, les parfums on va inviter, là j'essaie de trouver des petites pépites locales. Donc par exemple on va travailler la semaine prochaine avec des agrumes de Marion Lemon Story. On avait déjà travaillé avec ces calamansis en décembre. Je travaille beaucoup avec aussi Juliette de la Cabane à Plantes qui me fournit en plantes pour les infusions, mais aussi par exemple en Reine des Prés pour le griotte Reine des Prés du mois dernier. J'essaie de trouver. On avait aussi trouvé une eau de fleurs d'oranger incroyable qui venait d'Italie, et donc j'ai contacté directement le fournisseur. Et ce qui est génial pour ça comme outil, c'est Instagram, parce que en fait aujourd'hui n'importe quel producteur, même petit, enfin pas n'importe lequel, mais de plus en plus, les petits producteurs aussi ont leur Instagram, et par le biais de hashtags bien précis, bien visés, et ben vous pouvez arriver directement et toquer à la porte de c'est intéressant ça aussi comme usage des réseaux sociaux. Complètement. Ouais. Et est-ce que vous, c'est quelque chose d'important, cette dimension dans le développement de la maison du mochi, la place des réseaux sociaux? Alors, on a commencé grâce aux réseaux sociaux, puisque l'e-shop est vraiment dépendant de ça. Donc, c'est très, très important. Après, les boutiques ont permis d'aborder les clients d'une autre manière, et ça a été rassurant, parce que c'est vrai que d'être dépendant des réseaux, alors que on ne peut pas maîtriser les algorithmes, c'est vraiment un peu inquiétant, encore plus aujourd'hui. Donc, il y a cette manière-là, ces deux manières, qui est la boutique aussi rassurante pour ça. Vous avez quelque chose de très mécanique qui est la fréquentation, le passage dans la rue et les gens intrigués qui viennent. Et c'est vrai que c'est bon aussi de pouvoir compter sur ça. J'aimerais bien qu'on reparle de vos livres, puisque vous avez finalement la maison du mochi a aussi commencé grâce à votre premier livre. Oui. Vous en avez écrit plusieurs depuis, consacrés à la cuisine asiatique et japonaise en particulier, à des ingrédients. Comment est-ce que naissent ces différents projets ? Alors, ça va dépendre. Le premier livre, c'est moi qui étais donc toquée à la porte des maisons d'édition, et je remercie encore les éditions La Martinière pour m'avoir donné carte blanche. J'en revenais pas, en fait. C'est vrai que c'était assez novateur, et on l'a bien vu, ça n'a pas été un succès au départ, celui-ci, même s'il est encore maintenant proposé. Depuis, ça va de mieux en mieux, c'est ce que me disent les éditions La Martinière. Mais donc, celui-ci, c'était un projet de ma part. Ensuite, comme je travaille comme styliste culinaire, notamment pour les éditions Hachette, eh bien, on m'a proposé certains projets. Là, les livres sur la cuisine asiatique, c'était des commandes dans des collections qui existaient déjà. Ouais. Et donc c'était des commandes, et moi à l'époque c'était important, c'était génial comme projet à faire, quoi, très drôle. Après, c'était toujours des adaptations, ce sont pas des livres extrêmement pointus sur le sujet, c'est plutôt ce que je sais faire de toute façon, des adaptations pour les rendre accessibles, ce qu'on peut trouver, pour les rendre accessibles, pour ce qu'on peut trouver facilement comme ingrédients et cuisiner de manière assez facile chez soi. Et ensuite, il y a le dernier livre sur les mochi qui était aux éditions Hachette. Ça, c'était donc je disais aux éditions Hachette avec qui je travaillais, quand vous êtes prêts, moi je suis prête, j'ai plein d'autres choses à faire autour des mochi, et c'est vrai que à l'époque, à la sortie du premier livre, ça avait été un flop. Là aujourd'hui, donc s'il est sorti l'année dernière, depuis la vague mochi était arrivée, et du coup il y avait vraiment un public qui pouvait être demandeur. C'est intéressant aussi de voir que vous avez aussi osé
par exemple, proposé votre premier livre, vous avez contacté l'éditeur. Est-ce que le fait d'oser, c'est un conseil que vous donneriez Complètement, c'est vrai que c'est hyper difficile. Moi, par exemple, je ne connaissais personne dans le milieu éditorial, mais vraiment personne. Et donc, si j'avais pas osé, en fait, on n'en serait jamais arrivé à la Maison du Mochi. Donc c'est vrai que là-dessus, et je remercie mon père du coup avec la prise de risque. En gros, c'est vrai que une des leçons que j'ai pu apprendre, c'est de ne pas avoir de regrets. En fait, on a envie de quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui vous mette en joie dès que vous y pensez, mais une fois qu'on a cette idée, il faut pas la lâcher, il faut aller jusqu'au bout, et en fait, au pire, on se prend une porte, mais on est content d'avoir été jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire que c'est un regret, voilà, qu'on peut... c'est relatif, quoi. Voilà, on peut tourner la page aussi, sinon, c'est quelque chose qui sera toujours en suspens et qui vous travaillera... toujours. Donc c'est hyper important en effet de oser. Au pire, on se prend une porte. Bon voilà, on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous auriez envie de partager avec les auditeurs, auditrices qui ont envie de se lancer dans le milieu de la food, que ce soit pour lancer une marque, un lieu Oui, alors peut-être le conseil que je pourrais donner, c'est de commencer. Ça dépend du profil de la personne, mais si c'est quelqu'un voilà, qui voit d'entrée de jeu plein de difficultés, de commencer petit, justement, c'est ce que j'ai pu faire, et puis d'y aller progressivement. Moi, je pensais toujours à ce proverbe on mange une montagne à la petite cuillère, quoi, d'y aller, ne pas regarder trop haut, comme quand on fait une progression, on a une grosse pente à gravir, on regarde pas le haut, et on regarde ses pieds, puis on avance, et au fur et à mesure, en fait, on parcourt le chemin. Et puis aussi, quand le problème ou quand le projet paraît trop gros, ça j'ai appris parce que c'était pas du tout pour le coup ma formation. Moi, j'ai été tout de suite envahie par trop. En fait, c'est d'essayer de structurer le problème et de l'isoler en plein de problèmes différents, parce s'il est énorme, c'est qu'il est composé de plein de problèmes, et de prendre les problèmes un par un, et de se dire que s'il y a des problèmes, il y a des solutions finalement. Donc, il y a rien d'inaccessible, il faut juste avoir une méthode pour venir à bout de tous ces petits problèmes qui vont résoudre le problème final. Et sur le fait d'être une femme entrepreneur, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ? Est-ce que le fait d'être une femme, ça a eu un impact dans votre carrière jusqu'à aujourd'hui ? Ça peut être même à vos débuts, quand vous n'étiez pas dans la food. Comment vous avez composé avec ça ? Alors, le fait d'être une femme, ça n'a pas été un problème jusqu'à ce que j'ai des enfants. À ce moment-là, c'est vrai que ça a été très compliqué parce que, déjà, moi-même, je voulais pouvoir m'occuper de mes enfants et travailler en même temps. Et du coup, c'était une organisation que j'avais du mal à voir, à mettre en place. En plus, je me disais même que je pourrais être à la maison et créer à la maison tout en ayant des enfants, mais ça c'était parce qu'avant d'avoir des enfants, on ne peut pas travailler avec des enfants à proximité. En tout cas, moi je peux pas, ça me fait tout de suite disjoncter. C'est vraiment certaines y arrivent, mais vraiment c'est pas mon cas. Du coup, j'ai appris, donc en ayant des enfants, qu'il fallait que je cloisonne, et pour autant je voulais pas sacrifier l'un et l'autre. Et du coup, à ce moment-là, ça a vraiment été compliqué, d'autant que de l'organisation classique qui se passe depuis des siècles, c'est que quand la femme a des enfants, l'homme travaille, en gros se spécialise dans le travail, et la femme se spécialise dans la maison. Et ça, je l'ai vécu très fort, et ça m'a fait très très peur. Et c'est vrai que la Maison du Mochi, l'énergie que j'ai pu y mettre dedans, alors que donc j'étais à ce moment-là enceinte de mon 3e, ça a été vraiment un peu aussi une énergie pour le coup de désespoir, quoi, je vais pas me retrouver piégée dans ma maison en Touraine, même si elle est super et que la région est géniale. J'avais peur de pas trouver de métier parce que le fait d'être styliste culinaire, je devais faire des allers-retours à Paris, c'était quand même compliqué. C'est plus compliqué. Et du coup là, j'ai vraiment eu peur, et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé ça dur. Et c'est vrai que sur toute la période où j'ai pas pu gagner ma vie comme styliste culinaire, et ensuite en créant la Maison du Mochi, sur toute cette période, là, ça a été vraiment dur. Parce que voilà, je me sentais en danger de pas réussir à avoir travail et famille en même temps, de me retrouver juste famille. Et ça, c'était vraiment une peur.
En fait, c'est plus une peur interne que quelque chose d'extérieur où on vous l'a fait sentir. Alors, c'était les deux, parce qu'extérieur aussi, quand même, la société, même si aujourd'hui on évolue, elle est quand même organisée comme ça. En fait, moi, j'étais tellement fâchée contre, par exemple, les employeurs de mon mari. Quand on a eu notre fille Louise, qui a aujourd'hui 9 ans, la première année, mon mari partait à 7h du matin, il revenait à 9h du soir. Il passait parfois des week-ends entiers au travail, envoyé sur je sais quel truc. Et je me disais, mais en fait, ils sont au courant qu'il a un enfant, que du coup, il y a quelqu'un qui doit gérer ce qu'il gère pas. Et là, vraiment, j'étais fâchée. Et c'était une histoire de société, quoi. Tout à fait, ouais. Et on lui a jamais posé la question. Et du coup, c'est lui qui prenait tout, parce que je garde pas les choses pour moi. C'est lui qui prenait tout, alors que, enfin, il pouvait pas grand-chose, finalement. Il devait faire ce qu'on lui demandait de faire. Et là-dessus, ouais. Ça a été... Et depuis, justement, voilà, donc ça fait quasiment 10 ans maintenant, parce que si votre fille a 9 ans. Oui. Est-ce que vous avez senti une évolution par rapport à ça ou pas? Je peux juste parler de mon petit point de vue à moi. C'est vrai que c'était pour Gustave toujours compliqué. Là, donc on travaille ensemble à la maison du Mochi depuis septembre et c'était toujours compliqué, en effet. Après, c'est aussi des postes différents. Il avait un poste à haute responsabilité et femme comme homme. Enfin, mais c'est vrai que c'est difficile de prendre en compte le fait qu'il y a une vie aussi familiale. Et c'est là où je trouve j'essayais de réfléchir à qu'est-ce que c'est être femme au travail, justement. Est-ce qu'il y a être femme au travail? Donc, probablement qu'il n'y a pas du tout une manière d'être femme. Et nous, ce qu'on peut apporter au monde du travail, c'est de pouvoir respecter l'espace professionnel, mais aussi de respecter l'espace personnel, que ce soit familial ou activité ou autre, mais d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore acquis du tout, je pense. Non, c'est pour ça qu'il faut des femmes à des postes à responsabilité pour... qu'elle contribue à impulser ça. Bah oui. Et pour moi, c'est pas du tout, c'est pas gage de moins de travail. Au contraire, c'est être plus efficace au travail, parce qu'on a aussi c'est envie d'avoir de la vie en dehors du travail. Bien sûr, et puis ça contribue à être épanoui au travail aussi. Complètement. Bien sûr. Est-ce que vous avez un regard particulier sur la place des femmes dans la gastronomie japonaise, que ce soit en France ou au Japon? Eh bien, j'ai l'impression que les femmes ne sont pas très présentes dans la gastronomie japonaise. Après, j'ai pas une vision du tout large. Moi, j'ai ma petite fenêtre depuis la Touraine vers le Japon. Après, donc moi, j'ai la chance de travailler là en Touraine et j'espère travailler de plus en plus avec elle, avec une maraîchère japonaise de produits de légumes japonais cultivés en Touraine. Donc, elle s'appelle Anna Shoji. Et donc elle, c'est vraiment son entreprise à elle. Elle a une famille aussi et elle cultive ses légumes japonais. Donc là, j'ai une figure féminine japonaise à proximité et donc je trouve ça génial. Mais c'est vrai que j'ai pas une vision. Je suis peut-être pas la meilleure pour répondre à cette question-là. Je ne connaissais pas assez le milieu culinaire japonais. Et là, ça fait plusieurs fois que vous parlez de femmes du milieu de la food avec qui vous collaborez. Oui. Vous avez parlé de Marion de Lemon Story. Juliette. Voilà. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient spontanément? Est-ce que vous recherchez ce type de collaboration? Eh bien, je recherche probablement inconsciemment. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec des femmes. Je trouve que c'est toujours extrêmement fluide. On a à chaque fois, donc comme avec Juliette, avec Marion, avec Julie aussi de Mélissane, on se fournit depuis peu chez elle en eau de rose. Et elle est en Touraine aussi. Elle cultive ses roses et elle fait elle-même son distillat. C'est génial. Okay. Ouais. Et oui, j'aime beaucoup travailler avec les femmes, donc en effet, ça me vient plutôt très facilement. Et je trouve qu'en effet, les producteurs dans des producteurs de choses intéressantes, je trouve beaucoup de femmes. C'est rigolo. Dernière question, est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent particulièrement dans le secteur de la food ou pas? En fait, quelles sont les femmes qui vous inspirent en général?
Bah, il y a plein de femmes qui m'inspirent. Par exemple, quand j'ai commencé Cuisine en Bandoulière, j'ai découvert, donc quand j'étais au Japon, le blog de Cléa Cuisine, oui. donc Claire Chapoutot, avec qui là on travaille sur un mochi du mois pour octobre prochain, j'ai trop hâte, autour du miso. Donc elle, au Japon, c'était mon idole. Donc, quand je l'ai rencontrée, j'étais hyper émue. Et depuis, voilà, j'ai la chance d'être devenue, d'en avoir fait une amie. Et elle, donc Claire, j'aime beaucoup son approche qui est d'une cuisine donc qui est avec des touches japonaises, beaucoup d'inspiration japonaise et aussi simple et saine. Et c'est vrai que ce côté sain, c'est très important pour moi de me faire du bien, que ce soit bon et que ça me fasse du bien. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi autour des Daifuku Mochi. Donc Claire, évidemment. Juliette, j'en ai déjà parlé, mais j'adore sa manière de travailler et ça me fascine. Et j'aimerais trop aussi... en fait, finalement, je sais que je pourrais pas forcément parce que j'aime beaucoup voir la nature, mais aussi de l'intérieur. Alors que Juliette, qui cultive des plantes, qui a la cabane à plantes, elle est tout le temps dehors, à cueillir, à s'occuper des plantes. Donc ça, je trouve ça absolument génial. Et puis... voilà, toutes les chefs, je les trouve incroyables. Là, pour le coup, être chef dans un restaurant étoilé, par exemple Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic, je suis pleine d'admiration parce que là, il faut avoir une exigence et je crois il y a des barrières qu'elles ont dû traverser bien plus importantes que celles que j'ai pu traverser et je suis béate d'admiration. On va passer au questionnaire Girls in Food pour conclure cette interview. Une série de questions pour mieux vous connaître. Oui. Quel est votre dernier coup de cœur food ? Alors, mon dernier coup de cœur food... Alors, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était il y a 1 an ou 2. Là, on parle juste du sucré, pour le coup, qui est plus ma thématique à moi. Pour les lunes d'Andrea Rocagel, qui a créé une entreprise qui s'appelle Luna Création, et qui sont des bouchées végétales à base principalement de coco, d'amandes, de noisettes. Ça a la forme de demi-lunes et elles sont enrobées de chocolat. Donc non seulement c'est absolument délicieux, mais en plus c'est vraiment extrêmement beau. Elle joue pas mal sur les poudres comme nous. Elle joue aussi avec le glaçage du chocolat. Et j'ai vraiment... j'ai vraiment été très nourrie sur le beau, comme je le recherche, le beau et le sain aussi, puisque c'est très sain comme pâtisserie, c'est cru. Et du coup, là, j'ai vraiment adoré. Super intéressant. Est-ce qu'il y a un plat qui pourrait résumer votre enfance ? Alors, un plat, oui, la tarte aux poireaux. Alors moi, depuis toute petite, j'adore la tarte aux poireaux, qui est pas forcément le truc facile à servir aux enfants, je m'en rends bien compte maintenant, et j'ai beaucoup de difficultés avec les miens. mais c'est donc un des... Il n'y en avait pas tant que ça, des plats que faisait ma mère, et que j'adorais, que j'ai retrouvé ensuite dans la fondue de poireaux, le côté très fondant, et c'est surprenant quand on voit le poireau que ça devienne si fondant, et en même temps un peu acidulé du poireau cuit, ça bonheur. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié ? Un plat que j'ai goûté, il y en a plein que j'ai jamais oublié, mais les plus grands, les plus grandes claques au sens positif, c'était au Japon, et notamment le shawanmushi. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Shawanmushi, d'ailleurs, pas mushi. C'est un flan, donc salé, que nous, on dégustait à la Sushiya, donc le restaurant de sushi qui était pas loin du travail de Gustave. Je le rejoignais. Et on nous servait un bol de soupe incroyable qui est très loin de la soupe miso qu'on peut servir à Paris. Donc là, avec un parfum de dingue. Et à côté, donc ce flan qui est, en plus, c'est très joli, c'est dans une tasse avec un petit chapeau par-dessus, d'où le nom de shawanmushi, qui est le nom du contenant. Et à l'intérieur, donc c'est un flan avec des œufs et donc du bouillon, et on flirte avec le côté, la consistance quasiment fondante quand ça vient en bouche, c'est-à-dire le côté coagulant de l'œuf. On va jusqu'au bout des limites pour que ce soit encore texture flan, mais quand vous l'avez en bouche, ça fond tout de suite et vous avez le goût incroyable du bouillon. Voilà. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ?
Alors, je déteste le céleri rave, malheureusement. Pourtant, c'est super bon pour la santé, mais depuis toute petite, alors le pire, c'était les purées de céleri à la cantine. Cauchemar. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine ? J'ai toujours au frigo du miso. Et c'est vrai que c'est un ingrédient que j'adore, qui est un peu ma botte secrète pour donner un bon goût à une vinaigrette, à une sauce. Et en plus, c'est super bon pour la santé. On a des producteurs en France qui sont vraiment géniaux. Donc ouais, c'est toujours dans mon frigo. J'en ai même fabriqué moi-même. J'en ai un qui date de 2017 et qui est toujours très bon. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison ? J'ai pas de recette fétiche parce que j'adore changer. Après, j'ai des variations autour d'une même recette que je change tout le temps, notamment à la saison des aubergines. Donc là, je l'ai faite pour la première fois le week-end dernier depuis, première fois de l'année. C'est aubergines sucrées salées, un peu du coup avec à l'asiatique, complètement à l'asiatique même, avec de la sauce soja, du vinaigre de riz noir, du sucre, et puis vous épaississez avec un peu de fécule de maïs. C'est hyper gourmand et en même temps c'est tout simple avec un légume, voilà. Et justement, quand vous êtes en cuisine, par exemple, pour faire vos aubergines, qu'est-ce que vous écoutez ? Quelle est la bande-son ? Alors, peut être variable. J'aime bien les podcasts, c'est vrai. Et du coup, en premier lieu, on va déguster. Après, il y en a beaucoup d'autres parce qu'on va déguster, ça revient pas assez souvent. Mais donc, c'est des podcasts hyper variés sur la cuisine, sur l'art de vivre. Et puis ensuite, j'ai aussi mes musiques coup de cœur. J'ai des bandes son, des sélections musique classique et plus après pop classique. Quel est le resto de votre vie, votre restaurant préféré de tous les temps ? Oula. Eh bien, le restaurant en ce moment que j'adore, c'est un restaurant qui se trouve en Touraine et ça me fait super plaisir d'ailleurs d'en parler parce qu'ils ont commencé il y a 2 ans et du coup ils se font connaître petit à petit. Ils se trouvent dans un petit village juste à côté de chez moi, il s'appelle les Roseaux Pensants. C'est tout un programme, déjà le nom. Tout à fait. Et donc ils se trouvent à Cormery et ils travaillent avec énormément donc, de légumes, c'est ça leur terrain de jeu. Et beaucoup de lactofermentation, de plantes cueillies aussi à la sauvage. Donc quand on y va, on a déjà on découvre plein de trucs, ils font leur tempeh maison avec plein de trucs différents. La dernière fois j'ai goûté aux lentilles, au quinoa, enfin voilà. C'est toujours très très beau et on a cette sensation moi que donc j'aime beaucoup qui est donc de manger quelque chose qui soit bon et aussi bon pour soi. Vous sortez de là, vous vous sentez bien, vous vous êtes fait du bien dans tous les sens. Et est-ce qu'il y a un resto que vous donneriez cher pour découvrir ? Ah oui, j'aimerais beaucoup aller chez Yamcha. J'ai encore jamais été. Ma grande passion. Ouais, voilà, j'ai jamais été parce que c'est vrai que voilà, il y a un certain budget quand même et c'est normal vu le travail qu'il y a derrière. Exactement. Mais je rêve d'y aller. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food ? Je dirais, j'aimerais beaucoup entendre Chihiro Masui. Oui. Vous l'avez déjà eu ? Non, et j'aimerais beaucoup. Ouais. J'ai eu l'honneur d'avoir la préface de Mochi écrite par elle. J'aime beaucoup son approche de la cuisine de manière générale, son franc-parler, ce côté elle parle souvent, je la suis sur Instagram. Elle parle de cuisine et de restaurants extrêmement simples, comme très sophistiqués. Tout à fait, oui. Et je trouve qu'elle a une approche très franche et très honnête de la cuisine et ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup Mathilde Amotte. Avec grand plaisir. Merci. À très bientôt. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes.